Et bienvenue à l'émission Dimanche se dit tout de ce 20 septembre 2020. Au cœur de nos échanges de ce dimanche, la tribune publiée par le professeur Joël Aïvor, qui depuis 2 années a initié un dialogue itinérant à travers le Bénin. Cette tribune intitulée « Je vais débattre avec Patrice Talon » a tout fait d'emballer la toile. Si certains y voient une occasion de reddition de comptes pour le président Patrice Talon, d'autres trouvent cet appel au débat avec le président Patrice Talon osé de la part du professeur Joël Aïvor. Pour mieux comprendre le contexte de cette tribune et son opportunité, j'ai avec moi 2 invités. Je devrais avoir avec moi 2 invités. Tout d'abord, M. Hervé Akondé, secrétaire général de l'Alliance pour l'aube nouvelle et la démocratie. Bonsoir, M. Akondé, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Jules Dossou, et je salue tous les téléspectateurs virtuels. Merci beaucoup. Notre deuxième invité, le docteur Célestin Agbessi, a quelques difficultés techniques. Pour ne pas faire attendre trop longtemps les internautes, nous allons quand même démarrer l'émission avec vous, le temps qu'ils puissent se connecter, se joindre à nous. Je rappelle aussi que l'émission est interactive et les internautes qui le souhaitent peuvent laisser des commentaires ou des questions dans le fil de cette vidéo. Monsieur Akondé, est-ce que vous comprenez l'opinion de certains de nos compatriotes qui estiment que la tribune du professeur Joël Aïvor est à la fois inopportune et osée? Alors, avant de répondre à votre question, je vais me permettre, si vous m'en laissez la primeur, de vous expliquer pourquoi je suis ici et en quoi consiste l'alliance à laquelle j'appartiens et dont je suis le secrétaire général. C'est donc l'Alliance pour l'aube nouvelle et la démocratie, qui est une alliance de loi française, loi 1901, et dont la vocation est de promouvoir les valeurs de liberté individuelle et de démocratie au Bénin. Et pour mieux comprendre le contexte dans lequel on s'inscrit, il y a 4 ans, pendant les élections présidentielles de 1996, j'étais au Bénin en tant qu'observateur et j'ai constaté avec beaucoup de fierté que l'élection du second tour avait fait l'objet d'un débat télévisé entre le président Talon et le candidat Lionel Zinsou, à l'époque Premier ministre. Et pour moi, c'était une grande fierté parce que c'était la première fois au Bénin que cela se passait et que c'est quelque chose de très rare en Afrique. Je crois que, à part les pays anglophones, je l'ai vu une fois en Côte d'Ivoire entre Alassane Ouattara et Gbagbo. C'était une première. Bref, j'ai estimé que, en termes de démocratie, on avait atteint un niveau relativement mature. La deuxième chose que j'ai constatée pendant ces élections, c'est que, au soir de l'élection du second tour, le vaincu Lionel Zinsou a décroché son téléphone et appelé le vainqueur Patrice Talon pour lui expliquer qu'il était effectivement le vainqueur de l'élection et que le combat était terminé. Un peu comme cela se fait dans les grandes démocraties. Généralement, Monsieur Dossou, vous le savez aussi bien que moi, en Afrique, on a toujours des contentieux post-électoraux excessivement lourds en Afrique. Et voir ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'était la première fois en Afrique, en tout cas au Bénin, que je voyais que ça se passait aussi rapidement. Je vous précise qu'on était au soir du second tour, dans la nuit. Et enfin, pour terminer sur ce sujet, à l'investiture du nouveau président de la République, le vaincu Lionel Zinsou était présent à l'investiture. Il a salué chaleureusement le nouveau président, lui a souhaité bonne chance et lui a même dit qu'il était prêt à aider le nouveau gouvernement si besoin en était. Bref, tout cela pour vous dire que quand on assiste à ces événements, on se dit « Ah,
notre pays a atteint un degré de maturité excessivement fort, mature, avec des échéances qui se passent de manière fluide. 4 ans après, l'année dernière, j'ai vu dans les rues du Bénin des contestations avec une armée qui tire sur des manifestants. J'ai vu des choses que je pensais ne plus jamais voir. Et enfin, il y a quelques mois, pour les élections communales, j'ai observé déjà des taux de participation totalement atones, mais également le fait qu'on nomme des maires, on nomme des conseillers communaux. Et à ce moment, avec des amis, des citoyens, on s'est dit qu'il se passait vraiment quelque chose dans notre pays et qu'il fallait vraiment agir. Parce que dans mon esprit, vous savez, la démocratie est un train ascendant. Et quand on arrive sur certains paliers, on doit capitaliser. Ce qui nous est arrivé au Bénin, c'est que nous avons pris le chemin de la marche arrière et que nous sommes descendus. Et donc, l'association que je vous présente ce soir, qui est donc l'Alliance pour l'Aube nouvelle et la démocratie, vise à faire en sorte que la démocratie soit le maître mot pour notre pays et que nous suivions cette voie, car d'après la conférence de 1990, c'est la voie dans laquelle nous nous sommes installés. C'est ça pour le contexte. Donc, ce que je voudrais expliquer à vos téléspectateurs, c'est que ma présence ici n'est pas pour commenter, certes, la tribune de Joël Aïvo qui est aujourd'hui dans l'actualité, mais cela aurait pu être la tribune d'un autre candidat. Nous, ce qu'on recherche, c'est que, au niveau de la démocratie au Bénin, que les portes soient ouvertes et que, enfin, tous les prétendants puissent concourir. Si cela arrive, si on arrive à cette démarche, alors notre association, notre alliance n'aura pas été vaine. Ça, c'est pour le contexte. Oui. Ensuite, vous me posez la question concernant la tribune de Joël Aïvo. Alors, on assiste à quoi? Une tribune, déjà sur le style. J'ai rarement vu une tribune, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un chef-d'œuvre d'un point de vue de l'articulation intellectuelle de ce document. Et un citoyen qui a décidé de faire un voyage itinérant à travers le pays, au terme de 2 ans d'itinérance, s'arrête et, ma foi, demande au président en cours, au président actuel, ma foi, de faire un débat pour enfin poser le bilan. Alors, les gens qui, dans les réseaux, dans la presse, ont trouvé cela impertinent, à mon avis, se sont arrêtés uniquement sur le titre de la tribune. Parce que quand vous allez à l'intérieur de la tribune, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce que demande le professeur Aïvo, ce n'est pas de débattre avec Patrice Talon. Si vous le lisez comme ça, ben vous vous dites, ma foi, vous êtes passé à côté de l'essentiel. Ce que Joël Aïvo, à partir de sa tribune, souhaitait vous dire, c'est simplement que on ne peut pas repartir sur une nouvelle élection présidentielle sans s'arrêter et faire le bilan de la situation. C'est-à-dire, les comptables appellent cela faire ce qu'on appelle l'état des lieux avant de répartir. Il y a un droit qui est un droit de, comment on appelle ça, un droit d'inventaire, qu'on doit faire avant de repartir. Et quand on a rencontré autant de gens à l'intérieur du pays, on a pris, c'est-à-dire on a encaissé, on a absorbé un certain nombre de doléances, et enfin, on ne peut pas repartir sans mettre tout cela sur la table et projet contre projet, se dire comment on fait l'année prochaine pour repartir. Donc le débat qu'il demande, ce n'est pas un débat maintenant. Si vous pensez que c'était un débat physique après-demain entre
professeur Aïvo et Patrice Talon, si vous êtes passé à côté de la tribune. En fait, ils souhaitaient simplement que sur les 6-7 mois qui nous restent avant l'échéance, qu'on puisse faire un droit d'inventaire de ce qui s'est passé et qu'on mette carte sur table pour en discuter. Et ma présence aujourd'hui et tout ce que j'ai observé durant toute la semaine montre qu'il a réussi cette tribune puisqu'on en parle et que je suis là. Et que vous, M. Diossou, vous m'interviewez par rapport à cette tribune. Alors, bien évidemment, nous allons faire l'inventaire que Joël Aïvo souhaite faire. Merci beaucoup, M. Akondé. Je veux faire aussi, dans une certaine mesure, le porte-parole de ceux qui s'inquiètent ou ceux qui s'interrogent sur cette tribune. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure aussi, le contexte dans lequel il y a eu le débat de 2016, c'était entre les deux tours. Donc, c'est ce qui fait dire à certains aujourd'hui, est-ce que le professeur Aïvo ne met pas la charrue devant les bœufs? Parce que à l'heure où nous sommes, il n'est même pas encore candidat pour qu'on puisse parler d'un débat potentiel. Alors, juste un détail, quand vous lisez attentivement la tribune, les premières lignes de la tribune, c'est « Je veux débattre avec le président Talon en 2021 ». Nous sommes en 2020. Par conséquent, le débat qu'il va y avoir va être un débat candidat contre candidat. Parce que dans quelques mois, le président sortant, si il se représente, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, en tout cas, si ce n'est pas lui, ça va être quelqu'un qui va porter l'espoir de la rupture et qui aura à assumer la charge de ce qui s'est passé durant ces 5 années, eh bien, ce sera un candidat et on va assister à un débat entre 2 candidats. En tout état de cause, à l'heure où je vous parle, ce que la tribune suggère, c'est qu'on fasse un droit d'inventaire et j'espère que dans le courant de notre émission, nous allons le faire. Okay. Mais, avant de revenir dans les détails, dans le contenu même de la tribune, est-ce qu'on peut déjà prendre cette tribune comme une déclaration de candidature du professeur Joël Aïvo, selon votre interprétation, bien sûr? Alors, quand vous lisez, que vous relisez cette tribune, déjà, j'ai observé une phrase qui revenait sans cesse dans la tribune. La phrase, c'est « Je veux ». Je veux débattre avec le président Talon. Je veux le sortir de l'aquarium. Je veux porter la voix des désespérés, des femmes, et ainsi de suite. Je veux enfin que le débat, le droit d'inventaire se fasse. C'est une anaphore. Et le style de l'anaphore, c'est justement de donner de l'énergie, de donner de la puissance, de donner de la force. Et sincèrement, quand vous lisez cette tribune, cela ne fait plus aucun doute que Joël Aïvo souhaite être candidat. Ce n'est pas la candidature officielle, je vous l'accorde. En revanche, ce dont je suis persuadé, c'est qu'après cette tribune, il est impossible pour lui de faire marche arrière. Enfin, tout est ouvert et je pense que c'est un vrai acte de candidature quand on lit l'articulation de cette tribune. Donc, on va se mettre peut-être dans l'hypothèse que le professeur Joël Aïvo serait candidat, mais avant d'y arriver, il y a un obstacle de taille qui est la nouvelle norme maintenant. Il faut environ 16 parrainages d'élus pour être candidat. Comment vous pensez, dans les conditions actuelles où le professeur Joël Aïvo n'est pas affilié à un parti politique, comment il pourrait réunir ces parrainages-là pour pouvoir faire valider sa candidature? Alors, votre question est très pertinente. Et notre présence ici et la vocation de notre alliance, c'est justement de déverrouiller le système. Pourquoi? On a observé que depuis bientôt 4 ans, tout ce que les gens de la rupture ont essayé de faire par rapport à la réforme du système partisan, par rapport au déroulement des élections législatives mais communales, tout ce qui concerne le certificat de conformité, les quitus fiscaux qui ont été donnés de manière sélective, tout cela sont des entraves
pour empêcher des concurrents de se présenter librement à des élections. Par conséquent, quand on est un adepte de la démocratie, on ne peut pas accepter ce type d'entrave, c'est-à-dire que des digues ont été mises pour que les personnes qui se présentent pour l'élection présidentielle soient sélectionnées par le pouvoir. En démocratie, on ne choisit pas ses adversaires. Et par conséquent, le parrainage est également une digue supplémentaire. Et la question qu'il faut se poser, c'est de se dire comment ce pays, avec un pouvoir qui, au fil des années, devient de plus en plus autoritaire, qui a toutes les institutions à sa botte, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la CENI, l'organisme de régulation des médias, toutes ces institutions sont à la botte du pouvoir. Donc, on pourrait se dire, avec un Parlement, 83 députés sur 83, que, sincèrement, l'élection présidentielle de l'année prochaine, c'est plié. Il n'y a plus aucun suspense. Et malgré ça, on met en place un parrainage, c'est-à-dire quelque chose de supplémentaire pour encore verrouiller davantage le système. De quoi avons-nous si peur pour ne pas laisser les gens s'exprimer? Et donc, cette histoire de parrainage, je ne sais pas si ça va tenir et aller jusqu'au bout. En tout état de cause, des associations comme les nôtres et comme d'autres, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le landerneau politique béninois, il y a des voix qui commencent à s'élever pour dire ce n'est pas possible. Donc, avec ou sans les parrainages, il faudrait que toutes les personnes qui souhaitent accéder à l'élection présidentielle puissent y arriver, en tout état de cause, pour avoir discuté avec les uns et les autres, y compris avec le professeur Aïvo. La détermination est telle que, avec ou sans les parrainages, Joël Aïvo et j'espère d'autres seront présents à la ligne de départ pour l'élection présidentielle. En fait, ce qu'il faut savoir, M. Diossou, c'est que l'élection présidentielle de l'année prochaine ne sera pas qu'une élection présidentielle. Ça va être un véritable référendum. C'est-à-dire qu'il va falloir que la population béninoise, les citoyens béninois en âge de voter, puissent trancher concernant la question suivante. Voulez-vous le développement dans la démocratie ou dans la dictature? Et pour ma part, je pensais qu'en 1990, ce dossier avait été totalement tranché. On a appelé toutes les forces vives, les exilés, les syndicalistes, les hommes et femmes de bonne volonté autour d'une table en discutant et on s'est entendu pour dire à partir de 1990, on irait dans le multipartisme et dans la démocratie. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, plus de 30 ans après, un homme tout seul décide de faire dos à ses principes et que personne ne dise rien? Sincèrement, quand vous regardez l'histoire du Bénin, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Et j'appelle tous les gens de bonne volonté à rejoindre notre alliance pour peser très fort sur ce qui est en train de se tramer au Bénin et dire que les prochaines élections devront être des élections ouvertes, ouvertes à tous les hommes de bonne volonté qui sont aptes à satisfaire à des élections qui puissent se présenter de manière à ce que, à l'arrivée, on ait un dirigeant totalement légitime. J'ai l'habitude de dire que une armée de 10 dont le général est un homme brillant, ma foi, ce n'est pas le même général quand il s'agit d'une armée de 10 000 hommes. C'est-à-dire que plus il y a de monde au départ, ma foi, plus à l'arrivée, celui qui est issu de cette compétition est quelqu'un de légitime, quelqu'un de compétent, quelqu'un de sélectionné, quelqu'un qui en vaille la peine. Moi,
je refuse qu'on ait des élections au rabais, qu'on ait des élections avec un rideau de fer tiré sur le Bénin et que les choses se passent en catimini. On devra faire le droit d'inventaire au Bénin, savoir si depuis 5 ans, tout ce qui s'est passé, si ça va dans le bon sens, si le droit social, si au niveau de l'école, si au niveau de la santé, si au niveau de l'économie, de la justice, etc., etc., est-ce que nous sommes d'accord de continuer? Il y a une célèbre émission qui s'appelle Stop ou encore. Eh bien, il faudra dire à Patrice Talon et aux gens de la rupture, voulez-vous stop ou encore? Merci beaucoup. Mais quand même, il y a certaines voix qui expliquent que la démocratie est basée sur le principe de la majorité et que le chef d'État actuel a pu installer une majorité qui lui permet de faire passer ses lois. Donc, contester ces lois, c'est comme aller contre les principes de la démocratie. Qu'en pensez-vous? Jules Diossou, vous savez, un système politique, pour qu'il tienne, il faut qu'il y ait un consensus. Ce qui s'est passé au niveau des élections législatives, parce que tout part de là. Parce que, en fait, vous avez un Parlement qui vote des lois. Le Parlement, il est mal élu. Vous avez vu, quand il a fallu mettre en route ce Parlement à Porto Novo, ça ne s'est pas fait normalement. On a mis des chars pour les protéger. Vous avez déjà vu ça, vous, dans un pays normal, ça? Les gens qui sont élus par le peuple, le jour de leur investiture, c'est des chars qui les protègent. Mais c'est les représentants du peuple. Comment on peut concevoir déjà cette scission, cette cassure avec le peuple? Donc il y a déjà un problème à la base. Et ces gens-là, les lois qu'ils votent, on ne peut pas dire que c'est la majorité. Mais d'abord, pour parler de majorité, il faut une opposition. Elle est où? Vous parlez de majorité, mais les lois qui ont été votées, il y a 83 députés qui sont tous du même bord. Et vous dites qu'il y a une majorité? Mais oui, il y a une majorité. Mais on n'est plus en démocratie. Donc, le parrainage, aujourd'hui, dont on parle, c'est la résultante du système parlementaire qu'on a. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez l'intention de bâtir un mur. Vous creusez la fondation. Le mur doit être la résultante de la fondation. Si votre fondation est faussée, mais votre mur, il ne tient pas, il tombe. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On veut que les députés qui ont été élus de manière illégitime, de manière bizarre, puissent parrainer un président, un candidat à la présidence de la République. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent choisir leurs adversaires. Mais comment c'est possible? J'ai entendu récemment, dans une émission de télé, sur Sika TV, je pense, un défenseur de la rupture qui disait, mais écoutez, mais en France, c'est pareil. Il existe le parrainage des élus. Et des gens comme Marine Le Pen arrivent à avoir leur parrainage et arrivent à se présenter. C'est vrai. Mais il oublie quelque chose de fondamental. En France, le Parti socialiste, les Républicains ou En Marche, qui sont les grands partis, ne donnent jamais leur parrainage à des partis comme Marine Le Pen. Jamais. En fait, les partis comme Marine Le Pen vont puiser parmi ce qu'on appelle les non-inscrits, les divers droites et les divers gauches. C'est-à-dire, vous avez une frange d'élus qui sont des élus qui ne sont pas encartés et qui ont la liberté, ma foi, citoyenne de donner leur parrainage à qui ils veulent pour que la démocratie vive. Chez nous, cette catégorie d'élus n'existe pas. Vous avez des blocs qui sont des blocs acquis au chef de l'État, à qui on demande de donner des parrainages à leurs adversaires. C'est impossible. Donc le système ne tient pas, le système est bancal, et par conséquent, il faut qu'on déverrouille le système d'une manière ou d'une autre. On a évoqué la question du parrainage, mais l'ancien ministre de la Justice du Bénin, Valentin Agosou Djenontin,
avait publié aussi une tribune il y a quelques semaines où il estime que la question du Bénin aujourd'hui ne se résume pas au blocage lié au parrainage. Et il a évoqué, vous-même, vous venez d'évoquer ça, la question des institutions qui sont tous plus ou moins sous le contrôle du chef de l'État. Il a parlé aussi de la question de la liste électorale. Qu'en pensez-vous par rapport à tous ces blocages-là? Parce que l'élection présidentielle prochaine ne se jouera pas seulement autour de la question du parrainage. Monsieur Yossou, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, et je regardais encore dans la presse et sur les réseaux tout à l'heure, Joël Aïvo, le mérite qu'il a, c'est qu'il a entamé quelque chose. C'est-à-dire, il fait un voyage itinérant dans le pays et il pose le débat pour déverrouiller le système. Aujourd'hui, on parle du parrainage. Comment Joël Aïvo va faire pour obtenir le parrainage ou qu'on puisse exonérer les candidats du parrainage? Et tout de suite, certains disent, ben, de toute façon, le parrainage, ce n'est pas le problème, il y a d'autres problèmes, il y a le scrutin qui n'est pas un scrutin qui va être sincère, il faut, les institutions sont... Tout ça, c'est vrai. Mais allons étape par étape, c'est-à-dire que si les gens de bonne volonté, des gens comme M. Guénontin ou d'autres, ou encore des amis du CODER, ainsi de suite, viennent et qu'ensemble, une fois qu'on a résolu le problème du parrainage, on s'attaquera aux autres problèmes et chacun, en fonction de ses compétences, de ses connaissances, des rouages, ainsi de suite, apportera sa pierre à l'édifice pour qu'ensemble, on puisse contrôler le scrutin pour que la victoire, si victoire il y a dans quelques mois, n'échappe pas à celui qui est en bonne position. Mais on ne peut pas d'entrée dire, de toute façon, il y a tellement à faire, croisons-nous les bras et laissons Patrice Talon, s'il est candidat, rempiler pour 5 ans sans rien faire. On ne peut pas ne pas tenter parce que les combats perdus d'avance, c'est les combats qu'on ne mène pas. Et moi, je suis un homme d'action et toutes les personnes qui iront dans ce sens, c'est-à-dire tenteront quelque chose pour déverrouiller le système, pour que le débat se fasse. Et ce qu'on fait ce soir, ça fait partie des actions qu'il faut mener pour en parler, pour ouvrir le débat, pour que comment dire, je cherchais mon mot, une tombe de fer ne tombe pas sur le Bénin pour cacher la lumière. Allumons les projecteurs sur le Bénin. Je sais qu'il y a le Mali, qu'il y a la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, mais ce qui se passe au Bénin, sincèrement, ça peut être quelque chose de très grave si on laisse faire. Donc, allumons les projecteurs sur le Bénin de manière à ce que dans la presse internationale, dans la presse béninoise, on pose le débat et on en discute. Plus on en discutera, moins le pouvoir aura la latitude de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que un certain nombre de groupements citoyens se saisissent du problème et posent le débat. Et c'est comme ça en démocratie qu'il faut faire. Il faut débattre, il faut poser les problèmes. Et merci, Monsieur Yossou, de nous aider à faire avancer le public. Merci. Vous venez d'évoquer le CODER qui a publié il y a quelques semaines aussi un manifeste. Et l'un des points importants, c'était la tenue d'une assise. Selon vous, où est-ce qu'on peut situer cette assise nationale pour pouvoir essayer de regarder ensemble, entre Béninois, les points qui fâchent? Parce que le CODER avait voulu cette assise à la fin du mois d'août. Apparemment, ils n'ont pas eu gain de cause. Mais si on se projette, on est pratiquement à 7 mois des élections. Où est-ce qu'on peut situer cette assise-là? Nos amis du CODER, ce que nous leur disons, c'est que les actions que nous menons, nous, l'Alliance pour l'Aube nouvelle de la démocratie, le CODER, je vois le Parti vert du Bénin et d'autres, et des mouvements citoyens, ce qu'on essaie de faire, c'est de harceler le pouvoir pour qu'une porte s'ouvre. Je suis incapable, à l'heure qu'il est, de vous dire laquelle va s'ouvrir.
mais c'est parce que nous allons tous ensemble pousser très fort que nous aurons une chance de voir le mur se lézarder. Et ce que fait le codeur, c'est salutaire. À leur niveau, ils poussent, ils veulent des assises. Aurons-nous des assises? Je n'en sais strictement rien. Ce que fait Joël Aïvo en traversant le Bénin, en faisant parler les gens, en demandant qu'il y ait un droit d'inventaire, en sortant des tribunes, tout cela concourt à la vivacité de la démocratie. Et je demande à tous les groupes, y compris les communistes que je sens un peu en retrait, qui nous disent « Ah, ce que vous faites, vous devrez attendre, mais les élections, c'est dans 6 mois. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans quel pays, 6 mois avant les élections, tout est figé? Si Joël Aïvo n'avait pas pris son bâton de pèlerin pour sillonner, mais rien ne se passerait dans ce pays. Il n'y a rien. On attend quoi? Les écuries, il n'y a pas d'écurie. Tout le monde attend que les gens de la rupture se déclarent. Ah, il y a le parrainage. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est les partis qui vont donner le parrainage? Donc tout est figé et on attend. Mais c'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la vivacité d'une vie démocratique. Il faut que le débat se fasse. C'est un débat citoyen. Moi, j'ai mon ami, le professeur Tometti, qui souvent nous parle d'une école de la citoyenneté. Je vous assure que quand je vois ce qui se passe dans notre pays, quand j'entends les commentaires par rapport à ce que, à la tribune de Joël Aïvo de cette semaine, où des jeunes disent, mais non, mais de quel droit il interpelle le chef de l'État? Mais il n'est pas au même niveau, mais il devrait se taire, qu'il retourne à ses cahiers. Mais c'est la preuve qu'en termes d'éducation, nous avons un problème. C'est-à-dire que nous avons un problème au niveau de la citoyenneté. C'est-à-dire on n'arrive même pas à s'approprier notre citoyenneté. C'est-à-dire à dire, mais en tant que citoyen, nous avons des droits et des devoirs. Le droit de demander l'inventaire, le droit de dire, ma foi, la conférence de 90 a œuvré pour que le multiparti se fasse au Bénin. Mais on a le droit de le dire, ça. Où sont nos intellectuels? Pourquoi les gens ne manifestent pas davantage? C'est ce débat-là qui nous intéresse, pour que les gens viennent avec nous pour faire ce débat. Et plus il y aura de gens avec des convictions, en tapant sur la table et en haussant le ton, mais ma foi, les gens de la rupture se diront, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que les citoyens béninois sont des citoyens avertis et ils ne laisseront pas faire. Vous avez le droit, en tant que citoyen béninois, de demander à ce que l'élection présidentielle à venir soit une élection libre où tout le monde puisse concourir. C'est un devoir citoyen de le faire. Et nous sommes dans notre rôle de le faire. Et je demande, c'est la 3e fois que je demande, que les gens nous rejoignent. Notre association est ouverte. Depuis quelques jours, on commence à avoir beaucoup d'adhérents et on en aura davantage parce que les gens se sensibilisent et ce type d'émission est tout à fait salutaire pour que les gens se rendent compte qu'ils ont des droits. La citoyenneté, c'est un droit. On devrait, dans nos écoles primaires, remettre l'éducation civique pour expliquer à nos enfants qu'un pays, il faut demander des comptes, il faut avoir des redditions, il faut demander des comptes de reddition à nos dirigeants. Et que quand on construit une route, au lieu de danser pour aller réceptionner la route, il faut plutôt dire combien la route a coûté, comment l'appel d'offres s'est fait, c'est ça la citoyenneté. Moi, le pays dans lequel je vis, quand il y a une route qui se construit ou une infrastructure publique, au fronton de l'édifice quand il est en construction, on met le chef de l'ouvrage, on met le numéro de permis de construire, on met qui a gagné l'appel d'offres, on met le montant du marché, on met tout. Et si vous allez à la mairie, vous avez la possibilité d'aller consulter pour savoir comment ça s'est passé. C'est ça la citoyenneté. Et on devrait tous aller dans ce sens et faire en sorte que progressivement, on acquiert davantage de citoyenneté. C'est vrai que c'est une longue marche, mais je vous assure, on est arrivé à des niveaux en 2016, oui. en 2016, où vraiment, on ne peut pas, ça fait mal au cœur de redescendre l'escalier. On doit capitaliser, soit
on capitalise et on bloque sur le palier en attendant d'avancer, mais reculer, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Je voudrais rappeler à nos amis internautes que si éventuellement ils ont des questions ou bien des commentaires, ils peuvent les mettre dans le fil de cette vidéo. Si à la fin de l'émission, on a quelques minutes, on pourra prendre peut-être un ou deux internautes en direct aussi. Nous allons revenir maintenant un peu sur le fond de la tribune du professeur Joël Aïwo. Je voudrais commencer par un petit extrait que je vais vous lire rapidement. Il dit ceci: je veux confronter, il parle du président Patrice Talon, à la réalité du Bénin, à ce qu'il n'a pas voulu voir ni entendre depuis qu'il est entré au palais de la Marina. Ma question est celle-ci: pensez-vous que le président Patrice Talon est un peu en déphasage avec la réalité du Bénin actuellement? Jules Diossou, en l'espace de bientôt 5 ans, savez-vous le nombre de fois que le président Talon est allé prendre le pouls de son peuple? Moi, je l'ai vu une fois Oui. Du côté de Parakou. Oui. Et puis ensuite, il s'est enfermé dans son palais. En 5 ans, il s'est passé des choses tragiques. Hein. Il y a eu des gens qui sont noyés, il y a eu des gens qui ont voulu aller chercher des victuailles et qui se sont brûlés, il y a eu des morts, il y a eu des choses graves qui sont passées dans le pays. Et le rôle du père de la nation, c'est d'être en empathie avec son peuple. C'est-à-dire, il faut qu'on le voie. On ne peut pas gouverner dans un aquarium. On ne peut pas gouverner enfermé dans son palais. Mais il faut savoir ce qui se passe. Il faut essayer de toucher, de regarder. Les conseillers vous disent des choses, mais vous devez aller regarder à l'université comment les enfants ils apprennent, comment ils sont surchargés dans les classes, comment quand il pleut, les enfants sont à même le sol et on ne peut pas faire classe, comment dans les dialysés. Mais ça, c'est le rôle d'un président. Vous, monsieur Diossou, vous vivez en Occident, vous vivez en Amérique du Nord. Moi, je vis en Europe, je suis en France. Mais regardez comment nos dirigeants, ils avancent. Regardez avec les gilets jaunes, les débats citoyens que le président Macron a fait. Il a enlevé la veste, il a pendant des heures discuté avec des gens, des citoyens, leurs problèmes, ainsi. Mais c'est ça un dirigeant. Un dirigeant n'est pas enfermé. Ce que Joël Aïwo est en train de faire, c'est ce que le président aurait dû faire. Il a cité un certain nombre de villes dans lesquelles il est passé. Abomey-Calavi, Niki, Djougou. Mais combien de villes le président Talon a pu sillonner pour comprendre ce qui se passe? Mais les choses se passent sur le terrain aussi. Vous devez aller voir ce qui se passe. Sinon, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Une fois, il y a quelques mois déjà, j'ai vu M. Koupaki aller du côté de Calavi pour un meeting et une dame citoyenne l'a interpellé. J'avais l'impression que M. Koupaki y reculait tant les questions et l'agressivité de la dame étaient forts qu'on avait l'impression qu'il marquait une répulsion. En fait, ça, c'est le propre des gens qui ne sortent jamais, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui, je vous assure que le président Talon, il sortirait, il ne comprendrait pas ce qui se passe. Et je ne sais pas comment il va faire campagne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gouverner par procuration, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et le terme, je vais le faire sortir de son aquarium, pour l'emmener dans la lagune confrontée à la réalité, ça a tout son sens. Parce que on a un homme qui est enfermé dans ses certitudes. Il est persuadé que, ma foi, les institutions internationales communiquent des chiffres qui sont des chiffres excellents et que le peuple va bien, ainsi de suite. Mais c'est faux! C'est une misère sans nom, Bénin. Les gens, ils sont totalement à la rue. La misère a grimpé. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où la croissance, parce que il y a croissance,
elle n'est pas partagée. C'est une croissance mécanique que nous avons. Et on peut tout à fait avoir un pays où la croissance augmente et où la misère augmente. C'est ça chez nous en ce moment. Et il y a beaucoup de pays où c'est comme ça. C'est-à-dire que tant qu'on ne prendra pas à bras le corps les problèmes de la misère, c'est-à-dire mettre des actions spécifiques sur les couches les plus défavorisées, c'est-à-dire traiter le problème des plus faibles par des politiques ciblées. On aura beau faire tout ce qu'on veut, avoir des croissances, ainsi de suite, la misère va s'amplifier et c'est ce qui se passe au Bénin. Et ça, le président Talon ne l'a pas compris. Il a fallu que Joël Aïvo aille sillonner le Bénin pour le comprendre. Et c'est pour ça que dans sa tribune, vous avez cette articulation où il vous explique, je veux être le porte-voix de toutes les femmes, tous les hommes, des déflatés, des entreprises qui ferment, des exilés, ainsi de suite, parce que lui, il a pris le temps d'être en empathie, en contact, d'écouter les gens, de sillonner, de les entendre, d'entendre leurs récriminations. Mais c'est ça, gouverner. On ne gouverne plus comme le président Talon gouverne. Et ça, il devrait l'entendre. Et c'est un conseil que M. Aïvo lui donne en disant comment vous allez faire dans quelques mois pour demander, si vous y allez, un nouveau mandat. Par quelle alchimie, par quelle magie, qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Sans faire le bilan, c'est pas possible. Mais les gens, c'est pas des demeurés. Et donc, ce point qui est un point très précis de la démarche de Joël Aïvo, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Et les gens qui disent, mais non, de quel droit il parle le président? Mais moi, je dirais même, c'est une mise en garde. Et j'espère que le président Talon a lu attentivement cette tribune, parce que ça va dans le sens d'évoluer et de faire vivre la démocratie. Moi, je serais à la place du président Talon, je prendrai pour argent comptant les conseils qu'il me donne, et dès demain, je sortirai dans le Bénin pour aller comprendre ce qui se passe. On ne peut pas gérer un pays par procuration, enfermé dans un palais, même si c'est un palais rénové à 14 milliards. Il faut sortir. Sinon, vous êtes à côté de la plaque. Le professeur Aïvo a aussi évoqué un certain nombre de choses, par exemple des écoles abandonnées, des hôpitaux sans médecins, les universités livrées à la rue. Est-ce que vous comprenez quand même qu'en 5 ans, dans un pays aussi pauvre que le nôtre, on ne peut pas tout reconstruire? Monsieur Diouf, vous savez, en matière de gouvernance, il y a des priorités. La première priorité, dans des pays comme les nôtres, mais on doit s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs. L'éducation, c'est clé. Tout à l'heure, je vous parlais de la citoyenneté. Regardez, je vous expliquais tout à l'heure que, avec la tribune de Joël Aïvo, certains jeunes disent, mais de quel droit ils parlent? Ça, c'est l'éducation. Ils ne comprennent même pas qu'ils doivent s'emparer de leurs droits et faire vivre leur citoyenneté. Ça, c'est l'éducation. Et si vous n'êtes pas éduqué, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un conflit d'intérêts, si vous n'avez pas compris que le chef de l'État ne peut pas être garant de l'intérêt général et en même temps avoir des affaires dans le pays. Mais ça, c'est un formatage intellectuel. Mais il y a des tas de gens qui ne comprennent pas. Mais attendez, Talon, il avait de l'argent avant, il était riche. Pourquoi vous voulez qu'il laisse? Il a le droit? Mais non, c'est incompatible. Mais est-ce que les gens le comprennent, ça? Et ça, c'est l'éducation. Donc, la première chose, c'est de dire, plus on aura de gens éduqués, plus on aura de gens formés, plus on aura des chances de monter le défi du développement. J'ai juste 2 exemples à vous donner. Savez-vous qu'au Bénin, il y a environ 2 ans, le président Talon est allé voir le patronat allemand. Et il y a une célèbre vidéo qui tourne sur les réseaux où le président Talon, de manière très fière, expliquait au patronat, vous savez, dans le pays que je dirige, le Bénin, désormais, j'ai fait en sorte que les contrats à durée indéterminée soient supprimés.
Deuxièmement, j'ai fait en sorte que les droits de licenciement n'excèdent jamais 9 mois de salaire. Et j'ai limité le droit de grève à 2 jours. Il s'attendait à ce que son auditoire l'applaudisse en disant « c'est génial ». Et j'ai regardé les gens qui étaient formés l'auditoire, les gens sont regardés en disant « mais de quoi il parle ?» C'est-à-dire qu'un dirigeant qui sort à l'extérieur pour expliquer comment il précarise son peuple et sa population. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il pense ou il pensait que en dérégulant le marché du travail comme il l'a fait, il allait attirer des investisseurs étrangers qui allaient venir au Bénin pour créer des entreprises. En 2 ans et demi, il n'y a eu aucun investisseur au Bénin. Pourquoi, d'après vous? Simplement parce qu'un investisseur, pour venir dans un pays, il ne regarde pas les conditions de travail, est-ce qu'on licencie facilement ou encore est-ce que pour les licenciés, il faut payer? Non, l'entrepreneur, ce qu'il recherche, il recherche une main-d'œuvre formée, éduquée et compétente. C'est-à-dire, c'est l'éducation. Y a-t-il de bons informaticiens? Y a-t-il de bons ouvriers? Des gens qui sont compétents, qui ont la rigueur du travail, ainsi de suite. On ne l'a pas aujourd'hui au Bénin. Donc, en fait, la réforme du droit du travail s'est révélée un échec cuisant. En revanche, il y a eu des effets pervers monstres. Vous savez, M. Diossou, et je le dis à tous les téléspectateurs virtuels qui m'écoutaient, vous savez, au Bénin, j'ai eu beaucoup de gravité à vous le dire parce que cet après-midi, j'ai échangé avec quelqu'un qui m'a expliqué quelque chose qui m'a retourné le ventre. Il me disait qu'il était un enfant d'une famille très modeste de 9 enfants et que sa maman était agent de santé et que pendant les 30 ans où sa maman était agent de santé, chaque rentrée scolaire, on y est là, hein, donc c'est la période, elle allait avec son contrat de travail à la banque et elle demandait au banquier de lui prêter 90 000 francs payables sur 12 mois. Et c'est grâce à cet apport d'argent frais, donc de prêt, que sa mère a pu élever ses 9 enfants qui aujourd'hui sont tous devenus des cadres et des enfants qui rayonnent dans la République. Aujourd'hui, le contrat à durée indéterminée est supprimé. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les gens qui commencent à travailler, ils ont des contrats à durée déterminée, renouvelables de manière illimitée. C'est-à-dire que le banquier, quand vous allez le voir en disant « je veux un prêt », il dit « mais monsieur, vous n'avez pas de stabilité, moi je ne peux pas vous prêter de l'argent. Si demain vous perdez votre emploi, on peut vous virer à n'importe quel moment. » Donc, pour les Béninois, pour les citoyens béninois, ils deviennent précarisés, c'est-à-dire qu'un jeune homme aujourd'hui, il ne peut pas construire sa vie, il ne peut pas avoir de perspective, il ne peut pas se dire « je vais emprunter pour construire ma maison et mettre ma famille à l'abri ». Et en plus, il est soumis à des usuriers. Donc, on rentre dans des choses qui sont des choses excessivement graves. Donc ça, c'est des effets pervers. Et donc, on n'a pas eu des entreprises étrangères qui viennent s'installer au Bénin. En revanche, on a eu tous les effets pervers. Et quand vous voyez ça, vous dites, mais c'est la réforme, c'est un bide. Et il faut le dire. Et le droit d'inventaire dont on parlait tout à l'heure, c'est ce genre de choses qu'il faut expliquer aux populations. Et quand je vois des jeunes écrire sur des réseaux ou dans les médias ou dire Talon, Patrice, 10 ans, ainsi de suite, je me dis Seigneur, mais il faut qu'ils aillent à l'école, qu'on leur fasse comprendre qu'on ne peut pas courir et voter pour un dirigeant qui vous précarise. C'est-à-dire que vous aviez avant possibilité d'avoir des contrats à durée indéterminée. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus.
Et vous ne comprenez même pas l'impact sur votre vie. Dans tous les pays du monde, on peut comprendre que pour des problèmes de flexibilité, on peut avoir des contrats à durée déterminée en période d'essai. C'est-à-dire qu'on peut dire, on fait 3 périodes d'essai et au bout de ces 3, si la personne est convaincante, à ce moment-là, mais on stabilise, on fait un contrat à durée indéterminée. Mais on ne peut pas dire à des gens, pendant toute votre vie, vous aurez des contrats à durée déterminée. C'est nulle part, on a vu ça nulle part dans le monde. Et en plus, on est dans un espace économique intégré, c'est-à-dire le Togo, le Bénin, le Niger, ainsi de suite, on fait partie du même espace. Donc on a des convergences économiques, c'est-à-dire que la dette ne doit pas faire part, doit être un pourcentage du PIB, ainsi de suite. Mais on a aussi des convergences sociales, c'est-à-dire que ce que fait le Niger ou le Togo ou la Côte d'Ivoire ne doit pas être différent de ce que nous on fait au niveau du Bénin. Or, nous, on décide de limiter les indemnités à 9 mois, mais tous les autres pays, ils sont à 2 ou à 3 ans. Et donc, on est en marge. Et on ne comprend pas ce qui explique ça. Je ne trouve même pas les mots pour vous expliquer, mais c'est des choses graves. Et j'aimerais tellement que, à venir dans les prochains mois, qu'on puisse faire cette alternance pour remettre ce pays à l'endroit. Parce que c'est des choses qui ne sont pas possibles. Ça, c'est un exemple que je vous donne sur le droit du travail. Mais tout est comme ça. Tout à l'heure, il y a eu il y a quelques semaines, un classement qui est sorti. Le Bénin est le 5e pays où l'éducation est problématique dans le monde. 5e pays par le bas. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, mais le Bénin, les élèves qui sortaient du Bénin, c'était des gens qui étaient demandés partout. Mais le niveau a baissé. Quand vous voyez aujourd'hui un élève de terminale qui vous fait un courrier, mais vous tombez par terre. Et donc, au niveau de l'éducation, nous avons des très gros problèmes. Et cela se traduit même par des problèmes de réflexion. Quand vous entendez un élève de terminale réfléchir, mais oui, on a un problème de formatage. Donc, l'éducation, c'est clé. Donc, c'est des choses qu'on doit vraiment prendre à bras le corps. Et aujourd'hui, rien n'a été fait en matière d'éducation. À moins que je sois pas renseigné. Mais je pense que je suis l'actualité de manière excessivement régulière. À moins que vous pouvez me contredire. Mais au niveau de l'éducation, nous avons un véritable problème au niveau de l'éducation. Regardez les écoles. Quand il pleut, les enfants qui sont à même le sol, il n'y a pas une classe qui a été construite en 4 ans ou en 5 ans. Regardez l'université. Regardez le nombre d'enfants qui sont dans les amphis. Qu'est-ce qui a été fait? Donc ce bilan-là, il faut le faire. Et moi, dans mon esprit, l'éducation est plus importante que de rénover le palais. Dans mon esprit, faire des routes, c'est bien. Mais on ne peut pas faire des routes, que des routes, et laisser voir la vidéo qui circulait sur les réseaux il n'y a pas très longtemps. Il disait, le président Talon, je vous assure, j'espère que je n'écorche pas ses propos, mais ma mémoire est encore assez fidèle. Il disait en 2016, à mon arrivée à la Marina, je me suis aperçu que mes prédécesseurs, c'est-à-dire le gouvernement d'Yahi Boni, avaient laissé un matelas de 1200 milliards de financement pour faire les routes. Et j'estime que c'est un montant très important pour faire les infrastructures routières et qu'on ne devrait pas affecter autant d'argent pour les infrastructures parce qu'il y a d'autres priorités. Aujourd'hui, la seule réalisation des turéféraires du régime, c'est de dire ah, regardez la haie vive, regardez les beaux quartiers, regardez autour de l'aéroport, il y a des routes, ainsi de suite. Mais c'est le président Talon lui-même qui a dit que ça a été financé à hauteur de 1200 milliards par l'ancienne équipe. Donc, tous les emprunts qu'on fait, où vont-ils? Pour qu'on ne puisse pas mettre au niveau de l'éducation les moyens et les ressources nécessaires pour l'État béninois a fait pour aider les citoyens béninois à passer le cap de... Ainsi de suite. Il y a eu des ressources qui ont été affectées pour aider les gens en termes
d'électricité, on a pris en charge des choses pour la population. Nous, on nous a dit, débrouillez-vous. Mais où passe l'argent? Et donc, tous ces éléments, c'est des choses qu'on doit mettre en perspective. Et ça fait partie du droit d'inventaire. Et le président Talon doit venir nous expliquer pourquoi tout ça n'a pas été fait et qu'est-ce qu'il compte faire un quitus et de donner le go pour qu'il reparte pour 5 ans. Et ce débat-là, c'est un débat qu'on doit tous avoir et dire, oui, mais s'il n'est pas bien placé pour le faire, qui est mieux placé? C'est quoi les offres? On a quelques... qu'on fasse tous ensemble. Ok, on a quelques problèmes. Quoi, la stabilité de la connexion. Et puis, continuez, oui. Donc, je vous disais, vous m'entendez mieux là? Oui, c'est bon, ouais, allez-y, oui. Oui. Ah, je vous disais que ce débat, c'est un débat qu'on ne peut pas s'exonérer de ce débat. Donc, dans la tribune de Joël Aïvo, quand il parle des exilés, M. Diossou, on ne va pas refaire le débat. Quand il parle des partis politiques qui sont totalement sous la coupe, quand il parle des institutions, M. Diossou, le Conseil national de la magistrature, c'est la justice, M. Diossou, mais c'est des choses excessivement graves. Est-ce que vous comprenez, vous, que dans un pays comme le Bénin, la semaine dernière, j'ai vu sur des photos un hôtel construit à 90% que le pouvoir, l'exécutif détruisait sous prétexte qu'il y ait une route qui passe. Vous savez ce qui me gêne, moi? Déjà, qu'on attende que l'édifice soit construit à 90% pour prendre cette décision. Et deuxièmement, que la personne qui donne les permis de conduire, qui décide de qui monte un hôtel, soit la même personne qui en exploite dans le pays à quelques mètres de là. Ça s'appelle un conflit d'intérêts et ce n'est pas possible dans une démocratie. Mais il faut que les gens le sachent, ça. Et ça, pour le comprendre, il faut que, au niveau de l'école, au niveau de l'éducation, nos enfants, on puisse leur apprendre à réfléchir, qu'on puisse leur apprendre à conceptualiser les choses. La libre concurrence, la démocratie, ouvrir des marchés à la concurrence, c'est des choses extrêmement graves. Et ça, c'est l'éducation. Et on ne peut pas faire l'économie de ça. Et bien sûr qu'il y a d'autres exemples, mais on ne va pas tous les citer. Hein, il faut qu'on en garde pour les autres émissions. Mais moi, le droit d'inventaire, on en prendra un à chaque fois et on va le décortiquer, si possible avec des gens d'en face, pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils en pensent avec des chiffres. Parce que, vous savez, un médecin, quand il dit que quelqu'un est malade, c'est parce qu'il prend l'attention et qu'il a des chiffres. Et les chiffres, il faut qu'on les sorte pour qu'on puisse vraiment apprécier du bien fondé de notre économie. Et les chiffres qui nous sont servis sont des chiffres qui sont certes, pour certains, élogieux, mais je vous assure, on fait dire aux chiffres ce que l'on veut. Et en tout cas, la population du Bénin, elle ne voit pas le bien-être que les chiffres révèlent. Et enfin, pour terminer sur les notions de chiffres, ce que j'aimerais vous dire, c'est que en matière de croissance, la croissance, pour que notre pays puisse s'en sortir, il nous faut une croissance à 2 chiffres. Aujourd'hui, nous sommes à 6,4% et avec la pandémie, nous allons descendre à 2%. Donc, nous sommes en très grande difficulté à venir. Donc, il y a vraiment des mesures très urgentes à prendre et donc, on doit se retrousser les doigts et le satisfecit que j'entends aujourd'hui est un satisfecit qui n'a pas lieu d'être. Et tout ça, il faut le mettre sur la table. Un dernier élément sur la situation générale du pays. Vous avez déjà parlé de la précarité des emplois et l'éducation, il y a énormément de problèmes à ce niveau aussi. Mais dernièrement, on a entendu un ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, sur RFI, qui disait en quelques mots que l'économie du Bénin va bien malgré la fermeture des frontières. Ça contraste un peu avec votre point de vue? Pas du tout. Pas du tout, parce que ce que Lionel Zinsou a expliqué brillamment au cours de son intervention, c'est de dire que
la population, le peuple béninois était un peuple qui, au cours des années, il a même expliqué au cours des 15 dernières années, la productivité du Bénin s'est accrue. C'est factuel. C'est-à-dire que depuis que le président Yahi Boni a exercé son pouvoir jusqu'à aujourd'hui, très progressivement, on a eu une croissance qui a augmenté progressivement. Donc le trend est un trend positif. C'est indéniable. Et ne pas le dire, c'est honnêtement, intellectuellement, pas normal. Donc ce que le président, Lionel Zinsou a dit, c'est de dire notre pays avance. Vous savez, je disais la dernière fois au cours d'une interview qu'il y a certains pays qui, pendant 6 mois, n'ont pas de gouvernement. Et pourtant, les pays tournent. Parce que dans les pays d'Afrique comme les nôtres, nous avons une croissance démographique qui est forte. Une croissance démographique, ça crée une croissance économique. C'est mécanique. Et les 6% de croissance qu'on a, il faut au moins retrancher 3,5% liés à la croissance démographique qui sont donc mécaniques. Donc même si on ne faisait rien, même s'il n'y avait pas de chef d'État ni de gouvernement, la croissance du Bénin serait mécanique autour des 3,5%. Même si on ne faisait rien. Donc, si on doit aller de l'avant, ce n'est pas à 6% qu'on doit être. Il faut qu'on essaie d'avancer vers les 9-10%. À partir de 10%, on peut régler nos problèmes. Et aujourd'hui, on en est encore vraiment loin. Donc, ce que disait Lionel Zinsou, c'est de dire que notre pays avance depuis 15 ans normalement. En revanche, ce que Lionel n'a pas dit, et personne ne lui a posé la question, c'est de dire cette croissance, à qui elle profite? Et ce que Joël Aïvo est en train de vous expliquer, c'est que la croissance dont parle Lionel, elle est certes réelle, mais elle est captée par une population, par un clan, par des gens, par un nombre de personnes excessivement réduit, qui, eux, ont les bénéfices de cette croissance. Mais la grande masse, la population, ainsi de suite, ne voit pas passer cette croissance. C'est-à-dire que pour elle, rien ne change. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on puisse réorienter la politique pour faire en sorte que les personnes les plus vulnérables aient davantage par des mesures spécifiques. Le président Yahi Boni avait commencé des choses peut-être mal faites, mais il y avait une volonté d'aider et de donner des actions précises sur les gens les plus pauvres par la microfinance, par les césariennes gratuites, par l'école gratuite pour les filles. Ça, c'est des choses excessivement fortes qu'il faut reprendre, mieux les orienter, mais sans ça, mais on va aller dans le mur parce qu'on va avoir un pays où on va avoir des beaux quartiers, un peu comme au Nigeria, vous avez des gens qui se déplacent en hélicoptère, qui vivent dans des immeubles très high-tech, ainsi de suite, et à côté, vous avez des bancoustans avec des gens qui vivent dans une misère sans nom. Donc, c'est un pays à 2 vitesses. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas d'un Bénin à 2 vitesses. Je ne veux pas qu'il y ait des Béninois qui soient dans la misère, d'autres dans l'opulence. Surtout que les Béninois qui sont dans la misère, c'est eux qui contribuent par leur plantation, par leur travail, à ce que les autres s'enrichissent. Donc la richesse doit être partagée. Les ressources de base, les prestations de base doivent être tout le monde doit y accéder. Regardez, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné au Bénin, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez l'énergie. Quand vous allez vous approvisionner au niveau de votre compteur électrique, qui est déjà assez cher, vous dites, j'ai envie de m'approvisionner pour 10 000 francs d'énergie sur le mois d'octobre. Quand vous allez au guichet, le guichetier va vous dire, ah, très bien, monsieur Akondé, 10 000 francs, mais sur les 10 000 francs, je vais prendre 4 000 francs, 3 000 francs pour l'entretien du réseau. C'est comme ça. Et je vous sers pour le reste. D'accord, le réseau a besoin d'être entretenu. Mais moi, Hervé Akondé, quand je vais au Bénin et que j'ai envie d'approvisionner mon compteur, est-ce que vous pensez que les
jardinier, que pour l'ouvrier. C'est pas possible. C'est-à-dire que on doit trouver des mécanismes pour moduler en fonction des revenus ce genre de prestations, ce genre de frais incompressibles. Et même voir si on ne peut pas avoir un tarif social pour les populations les plus en difficulté, ou dire, voilà, en deçà d'un certain niveau de revenus, vous êtes exonéré de ça. Quand vous allez pour approvisionner votre compteur électrique, si vous voulez pour 10 000 francs, on vous sert pour 10 000 francs d'énergie et on vous exonère des taxes qui seront payées par d'autres. Mais vous savez, en termes de créativité pour trouver des solutions, il y a un État, mais il faut avoir la volonté de le faire. Et les prochains qui se candidatent à la magistrature suprême, si ils veulent avoir une chance d'être écoutés par la population, il faut que dans leur projet, ce genre de mesures puissent tenir pour que les gens ils sentent que les prochains qui viennent, on puisse s'occuper vraiment de leurs problèmes, de manière à ce que quand ils vont faire des dialogues itinérants, qu'ils n'aient pas peur du peuple. Patrice Talon, aujourd'hui, il ne peut pas sortir parce qu'il n'a rien fait pendant 5 ans pour le. Donc, aujourd'hui, il est dans une situation où je ne sais pas comment il va faire campagne. Et donc, c'est important de le dire, ça. Donc, d'un point de vue économique, l'économie, oui, mais comment c'est réparti? Comment les prouesses du coton, comment on arrive à en bénéficier tous? Et pas un seul clan, pas que les entreprises qui font du coton soient exonérées de frais, soient exonérées de taxes, alors que la pression fiscale est très forte pour tout le monde. Qui décide de ça? Le coton est une priorité pour qu'aujourd'hui, il soit exonéré. Mais pourquoi pas d'autres produits? Qui a décidé? Parce que celui qui a décidé a des intérêts dans le coton. C'est ça un conflit d'intérêts. Comment c'est possible? Comment aujourd'hui, quand vous allez au Bénin et que vous venez de l'étranger et que vous devez passer par l'aéroport, les frais qu'on vous perçoit pour les tests du Covid, c'est les plus chers de toute la sous-région. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concurrence? Parce que les personnes qui gèrent l'aéroport sont les mêmes qui fixent les prix de ces prestations? Mais c'est vu nulle part, monsieur Yossou. Mais il faut mettre ces débats de monopole, il faut qu'on les mette sur la table. Ça, c'est des problèmes économiques, ça. Et Lionel Zinsou, il n'a pas parlé de ça, parce que son émission était une émission générale sur les conséquences de la Covid dans les pays d'Afrique. Il n'a pas parlé du Bénin. Mais on ne peut pas parler du Bénin sans aborder ces points-là. Et qui sont des points bloquants. Il faut le dire. Et le dire, c'est pas être contre les gens de la rupture, mais c'est des faits, c'est factuel. Et aujourd'hui, quand vous allez à l'intérieur du pays, les retours que vous avez sont de ces ordres-là. Excusez de m'emporter un peu, mais c'est des choses qui me prennent aux tripes et j'ai besoin vraiment de les exprimer. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Mais avant de vous poser les 2 dernières questions, je vais partager un écran avec les internautes, ceux qui éventuellement veulent appeler avant qu'on ne conclue l'émission. Donc, ça va prendre quelques secondes juste pour partager l'écran. Donc, on a les 2 numéros sur lesquels ils peuvent appeler en direct et pour soit faire des commentaires ou bien poser des questions. En attendant, je ne sais pas si on aura des appels, on a constaté ces derniers jours que quelques compatriotes béninois, dont je vais citer rapidement, il y a l'ancien ministre Kaniou Soglo, il y a le président Bertin Korvi, l'ancien ambassadeur Omar Aruna et puis M. Léonce Ngbadi ont publié, ou plutôt adressé une lettre ouverte à une 50aine d'organisations internationales. Et aussi, la lettre a été adressée au président français Emmanuel Macron. Mais cette lettre a fait quand même fait l'objet de polémiques au Bénin. Comment appréciez-vous cette initiative de ces compatriotes béninois, M. Akondé? C'est une initiative que j'applaudis. C'est une excellente chose. Tout ce qui aura pour objectif de lever le rideau de fer sur le Bénin et d'allumer les projecteurs, il faut l'applaudir. Il y a 1 an et demi,
dans notre pays des élections qui se sont passées avec des morts. Aux États-Unis, il y a quelques mois, il y a eu des policiers qui ont tiré sur un individu afro-américain qui est mort. Vous avez vu tout ce que ça a fait comme Ramadan au Bénin? On n'a vu personne. C'est pas normal. Les vies valent le même prix. Et vraiment, la démarche des citoyens béninois est une démarche salutaire. Il faut qu'on en parle. Moi, en début de semaine, j'ai vu un excellent article dans un journal international qui s'appelle Opinion Internationale, qui parlait de la tribune de Joël Aivo. C'est-à-dire que les gens commencent à parler du Bénin à l'extérieur. Et tant que on parlera de nous à l'extérieur, ma foi, c'est ça le contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui pourront plus se passer. Parce que les gens se sentent regardés, ils se sentent épiés, ils se disent, ah, on a intérêt à mieux faire. Il faut que, quand on aille sur les marchés demander des fonds, qu'on ne puisse pas nous rétorquer au fait de, vous êtes sûr qu'au niveau de votre démocratie, ça fonctionne bien? Est-ce qu'on va être sûr d'être payé? Et ça crée des problèmes. C'est-à-dire que la démarche de nos concitoyens, de nos quatre concitoyens, est une démarche pour, comment dire, attirer l'attention de la communauté internationale. J'ai vu des débats qui étaient des débats qui n'avaient pas lieu d'être. On disait, mais non, mais il a parlé à l'ancien impérialisme, à la France. Mais non, ils ont écrit à la communauté internationale. Tous les pays, y compris les pays africains, les institutions africaines, l'ONU. Donc, ils ont arrosé tout le monde pour dire, attention, il va se passer des choses graves au Bénin. Il n'y a pas que le Togo, il n'y a pas que le Togo, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que le Mali. Le Bénin, il y a des problèmes de gouvernance. Nous avons des élections qui arrivent. Et si on ne fait rien, si on ne s'intéresse pas au Bénin aujourd'hui, si on ne tire pas la sonnette d'alarme, il peut se passer des conditions post-électorales qui peuvent être dramatiques. Et par conséquent, allumons les projecteurs sur le Bénin. Et pour ça, c'est réussi parce que tout le monde en parle. Tant qu'on en parle, c'est que c'est bien. Tant qu'on en parle, c'est qu'on s'intéresse à nous et nos autorités sont dans une situation où il faut faire attention. Ça fait partie du contre-pouvoir et vraiment, je salue ce qui s'est passé. Il faut que d'autres puissent faire encore et que on puisse faire en sorte que les grands médias, les médias, le monde, les grands médias, les grands journaux, y compris les journaux américains, les journaux anglais, les journaux du Nigeria, parlent du Bénin en disant, tiens, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe au Bénin. Il y a des parrainages, il y a des gens qu'on bloque, il y a des gens qu'on empêche. Il commence à y avoir des exilés. Il y a des journalistes qui, quand ils donnent des chiffres économiques, mais ils sont inquiétés. Il y a des enfants qui, quand ils vont sur les réseaux, et on leur cherche des noises au niveau des tribunaux. La peur s'installe au Bénin. Monsieur Diossou, tant qu'on fera des choses pour que les gens n'aient plus peur et que la vie normale s'institue au Bénin, ma foi, j'applaudirai. Et cette initiative, je l'applaudis. Autre question que cette lettre ouverte pose, c'est est-ce que le consensus né de la conférence nationale est définitivement mort, puisque aujourd'hui on est obligé de s'adresser à la communauté internationale pour régler nos problèmes au Bénin? Mais moi, j'ai envie de vous poser d'autres questions. Il est vrai que je ne suis pas là pour en poser, mais je vais en tenter une. Pensez-vous que la constitution qui a été faite nuitamment a été faite avec un consensus? Pensez-vous que la réforme du système partisan a été faite avec un consensus? Non, il n'y a plus de consensus au Bénin. Aujourd'hui, on est en train de glisser très progressivement vers un régime autoritaire. Et c'est que l'élection présidentielle à venir n'est pas qu'une élection présidentielle, mais c'est un référendum. Et le référendum, il faut que les Béninois puissent très clairement dire à leurs dirigeants, oui, j'ai envie d'avancer vers une croissance économique et un développement dans la démocratie ou dans la dictature. Aujourd'hui,
le choix, c'est un choix qu'il faudra faire. Pour ma part, Hervé Akondé, l'association, l'Alliance, l'Aube Nouvelle pour la démocratie à laquelle j'appartiens, vous avez compris, j'espère, au bout de tout l'entretien que je viens de faire, a opté pour son camp. Nous sommes résolument ancrés dans le cadre de la démocratie et nous demandons à ce que tous les amis qui réfléchissent et qui pensent comme nous, qui ont la démocratie cheville au corps, nous rejoignent pour qu'on fasse valoir ces valeurs de liberté, de démocratie, de concurrence, de suppression des monopoles et de bonne gouvernance. Avant de vous laisser le mot de fin, je vais juste partager avec vous quelques commentaires des internautes et puis Merci. après, je vous laisserai la parole pour conclure l'émission. Il y a Maître Fatih Ousmane qui dit, juste pour confirmer un de vos propos, que le ministre d'État chargé du développement a admis que le Bénin n'a pas attiré le moindre investisseur étranger. Je crois que vous l'avez dit tantôt, c'est juste pour confirmer ça. Et il n'explique pas le fait que le principal concurrent de ces partenaires étrangers est encore le chef de l'État. Vous avez évoqué Absolument. la question du conflit d'intérêts. Je crois que c'est de ça qu'il parle. Mais je voulais dire juste un mot dessus. Mais Ok, monsieur Yossou, si vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez envie d'aller investir au Bénin, vous dites, mais dans quel secteur il faut que j'y aille pour que je ne sois pas en concurrence avec le chef, puisque c'est lui le patron de la justice. C'est lui qui est le patron de l'administration, qui va me donner le go pour mon permis de construire. Donc, si jamais je suis mal avec lui, ben, mon affaire est cool. Donc, je réfléchis à 2 fois. Donc, tout ça, il faut qu'on casse ça, M. Yossou. Ces monopoles-là, il faut qu'on les casse pour que les prix qui sont issus de la libre concurrence soient des prix bénéfiques pour la population béninoise. Vous savez, la liberté de concurrence, c'est celle qui garantit le juste prix. Et c'est pour ça que la démocratie, pour moi, c'est encore le meilleur système qu'on a trouvé d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue économique, parce que on ouvre et c'est la transparence. Aujourd'hui, cette transparence, nous l'avons perdue au Bénin et c'est ce que mon cher ami Fatih Ousmane souhaitait dire par son propos. Un autre commentaire des internautes, M. Charles Mingan qui dit ceci. J'entends dire que ne pas s'aligner pour une élection dont on ne connaît ni les conditions ni les dispositions d'organisation serait un boycott. Je crains plutôt que ceux qui s'aventurent sur ce chemin de l'olympisme électoral ne servent qu'à cautionner le hold-up électoral qui est en cours. Attention à ne pas servir d'allié objectif. Est-ce que vous avez un commentaire sur ça? Bien sûr. Moi, je voudrais dire à M. Mingan, dont je connais les positions, parce que c'est un membre du CODER, de dire, mais nous œuvrons et nous tirons dans le même sens. Et sincèrement, ce que nous faisons et ce qu'il fait se rejoignent. Et aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, la chance que nous avons, c'est qu'il y ait quelqu'un, et j'espère qu'il y en aura d'autres, comme Joël Aïvo, qui ont bravé le courage pour dire on va ouvrir les choses, on va ouvrir le système. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que ce qui se passe au Bénin, c'est un peu comme s'il y avait un match de football dans un stade. Donc c'est une compétition et les portes du stade, le chef de l'État a fermé le stade et a dit, moi, je mets les clés dans ma poche, il n'y aura pas de compétition cette fois-ci. Et donc, des gens comme M. Mignon, ou des gens comme nous, ou comme Joël Aïvo et d'autres, qui sont capables de faire bouger les lignes pour aller chercher les clés, tenter de le faire, essayer de faire bouger les lignes pour aller ouvrir les clés du stade pour que la compétition se déroule, elles sont les bienvenues. Donc, nous tirons tous dans le même sens, mon cher M. Mignon. Un dernier commentaire. Il y a Madame Huguette d'Almeida. Je crois qu'elle a repris un de vos propos.
qui dit « Monsieur Akondé voudrait savoir comment le président Talon fera campagne. » Ben oui, parce que l'histoire de l'aquarium et de la lagune, vous avez déjà vu un oiseau qui reste dans sa cage, il est nourri, c'est confortable, le soleil, il est protégé du soleil. Le jour qu'il sort, on lui ouvre la porte. Vous savez, d'abord, il est ébloui par la lumière, il est pas à l'aise. C'est ce qui va arriver. Comment il va faire campagne? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter au peuple? Pendant 5 ans, vous ne les avez pas vus. Vous les avez évités. Vous leur avez dit, je suis en train de faire cuire la marmite. D'accord? Le plat est sur le feu. Et quand ce sera bon, serrez vos ceintures, j'arrive. Et puis au bout de 5 ans, mais les gens n'ont rien vu arriver. Donc les gens se disent, mais... Et vous leur dites, bon, cette fois-ci, c'était pas bon, c'est toujours sur le feu. Vous allez leur dire quoi? On garde encore pour 5 années supplémentaires. Le plat. Donc, je vois, il faut être magicien. Hein. Moi, je sais pas si le président Talon va être magicien, mais il y a un vrai problème. Comment il va faire campagne? Je suis curieux de le voir. S'il est candidat. En tout cas, s'il ne l'est pas, celui qui prendra la suite pour défendre les acquis de la rupture, ben, il devra faire le droit d'inventaire et nous l'attendons sur ce point avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et d'impatience. Nous sommes au thème de cet échange. Quels sont vos derniers mots par rapport à la situation au Bénin et puis les perspectives? Comment vous envisagez la sortie de crise? Alors, moi je voulais dire que nous avons un beau pays, qui est un pays qui n'a pas d'antagonisme religieux, qui est un pays où les gens ne sont pas des férus de violence, qui est un pays où les gens se parlent, qu'il n'y a pas de problème entre les différentes ethnies, les gens cohabitent, ainsi de suite. C'est une chance, parce que dans certains pays, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut qu'on capitalise dessus. Et il faut qu'on se dise que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est simplement une parenthèse. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un système qu'on a voulu verrouiller. Il faut qu'on trouve les clés pour déverrouiller le système, pour repartir sur la voie de l'espérance, sur la voie du dynamisme et vraiment redonner envie au Bénin. C'est-à-dire, Joël Aïvo disait dans sa tribune, rendre le Bénin aimable. Un point qui est un point fondamental que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, c'était le repositionnement du Bénin sur la scène internationale. Regardez, M. Yossou, autour de nous. Nous avons un grand voisin qui s'appelle le Nigeria. On ne se parle pas. Il y a des tas de gens qui aimeraient avoir notre place. Regardez à côté, dans les autres pays, l'intégration économique est arrêtée. Il faut que le Bénin reparte sur la voie de l'intégration et qu'on reparte dans de l'espérance avec un pays qui redevient aimable aux yeux du monde. C'est le vœu que je forme et j'espère que je serai entendu. Merci, M. Hervé Akondé. Je voudrais remercier aussi tous les internautes qui sont restés avec nous du début, tout en leur disant que ceux qui n'étaient pas là au début peuvent retrouver l'intégralité de la vidéo sur notre page YouTube dans les prochaines heures. Autre information, on a évoqué un peu la question tantôt, les porteurs, les initiateurs de la lettre ouverte à la communauté internationale, nous allons les recevoir dans les prochains jours et pour qu'ils puissent nous expliquer le contexte, les motivations et ce qu'ils attendent de cette lettre publiée dans la presse nationale et internationale. Je voudrais dire aussi que cette émission est ouverte à tous, ceux qui ont envie de parler du Bénin, et que ce soit d'un camp ou de l'autre, ils peuvent prendre contact avec nous. Parfois, nous-mêmes, nous prenons l'initiative. Donc, on est